Bonsoir tout le monde, donc Anthony Sellers, je suis entraîneur au Rugby Club Arras, salarié pour les actions sociales, scolaires, etc. etc. Voilà. Bonjour tout le monde, donc je me présente Louis Michel, donc je suis du Rugby Club Piennois, je suis éducateur à l'école de rugby, je suis aussi responsable de la catégorie junior et je suis aussi responsable sportif du centre d'entraînement. Bonsoir, je suis Cyprien, je suis responsable administratif et sportif au Rugby Club Compiègnois et je suis également entraîneur de l'équipe senior. Ouais, Guillaume, bonsoir à tous. Entraîneur des lignes arrières du Rugby Club Compiègnois aux côtés de SIP. Thomas Yersoun, bonsoir à tous. Je suis entraîneur à Hendaye, en Fédéral 2 et je m'occupe des seniors. Ouais, du coup, déjà, désolé pour le retard. Et du coup, joueur au SOC Rugby, donc en national. Bonsoir, du coup, Guillaume Fenoy, entraîneur de l'équipe senior du LMRCB en Fédéral 3. Pierre Jacquemin, collègue de l'excellent Nicolas Musso qui nous fait participer à cette réunion. Et donc, 4 techniques de club sur le bassin du littoral. Et très bien, Pierrot. Et pour finir, Nicolas Musso, je suis conseiller technique de club sur la métropole lilloise. Voilà, donc l'idée du webinaire, là, c'est d'accueillir des entraîneurs d'horizons différentes et aussi d'avoir des apports d'un joueur de bon niveau qui est Thomas Eke. Donc Thomas, il est modeste, il s'est présenté comme joueur du SOC, mais il a été joueur de l'excellent club d'Arras, du non moins excellent club de Lille. Il a fait quelques tournois avec l'équipe de France développement et l'équipe de France A7. Voilà, il a été à Carcassonne aussi, et là maintenant il est à Chambéry, donc il a une expérience, il a côtoyé de nombreux entraîneurs et du coup il va pouvoir nous exposer un peu ce qui se fait un peu partout, voilà. Et l'idée après c'est de confronter nos visions et puis d'échanger sur ce qu'on fait. Voilà, c'est l'idée. Donc on va démarrer. Du coup Thomas, est-ce que tu peux nous parler un peu de la philosophie générale sur les lancements de jeu et qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce que tu as connu? Quel objectif anime les lancements de jeu? Voilà. Et est-ce que après la philosophie elle est différente sur le 7 et sur le 15? Déjà la philosophie du lancement de jeu, ça va dépendre déjà, est-ce qu'on est sur un lancement de jeu pour préparer plusieurs actions différentes pour aller à l'essai, ou alors directement si on veut être dans l'avancée et marquer sur un temps. Après sur ça, par rapport au 15, on va être plus justement sur des temps de préparation, où justement on va d'abord être sur un lancement de jeu dans une avancée pour essayer de créer un décalage, contrairement au 7 où sur ça on va vraiment essayer de marquer directement, parce qu'on sait que le ballon on peut le perdre très vite et que normalement les espaces peuvent être déjà créés à 7. Donc voilà, sur du 15 on va être vraiment sur de la confrontation d'abord pour créer l'espace, alors que sur du 7 normalement il y a déjà l'espace pour essayer de créer peut-être encore plus un décalage après. Tu dis lancement de jeu pour confronter et créer de l'espace après. Est-ce qu'il y a une philosophie différente entre les lancements de jeu sur touche ou sur mêlée éventuellement? Déjà, est-ce que la philosophie est différente avec la possibilité de réduire l'alignement sur les touches et donc du coup d'impliquer après les avants sur des lancements d'équipe, on va dire? Est-ce que tu vois, est-ce qu'il existe à 15 est-ce que vous faites des lancements pour marquer spécifiquement avec des lancements d'équipe ou est-ce que vous fonctionnez plus par ligne avec des lancements plutôt qui concernent que les 3 quarts? Alors sur mêlée, justement, du fait que tous les avants sont dans la mêlée, on est justement sur des lancements pour essayer de marquer en première main. Par contre, sur des touches, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de touches réduites, où là, on va déjà planifier 2-3 temps de jeu. Et on va essayer de créer des décalages pour après retrouver des 3 quarts face à des avants, ou alors des avants face à des 3 quarts pour essayer de créer ce déséquilibre et être plus facilement dans l'avancée. Ouais. Et après, pareil, en fonction des zones du terrain, on va aussi décrocher plus ou moins d'avant ou chercher plus ou moins le centre du terrain ou directement l'extérieur pour pareil, pour essayer d'avoir
le 10 qui est libéré pour pouvoir être sur son jeu au pied tranquillement et se dégager si on est dans notre camp. Ou alors, pour créer des décalages et essayer d'avoir plutôt de l'explosivité face à des avants ou alors de l'impact face à les trois quarts. Est-ce que je vais te poser une dernière question? Après les autres, si vous voulez poser des questions et intervenir, allez-y, vous gênez pas, vous levez la main et je vous donne la parole. Du coup, Thomas, le fait de préparer, du coup, est-ce que vous préparez sur 1 ou 2 temps ou est-ce que vous préparez sur un aller-retour de terrain? Tu vois, quel est le nombre de temps qui est fixé et dédié à la préparation du lancement pour l'après? Sur quel nombre de temps vous comptez? Ouais. Alors ça, justement, ça va dépendre aussi de la position dans laquelle on est du terrain. Où chez nous, ce sera surtout pour se dégager. Donc, on va surtout prévoir 1 ou 2 temps de jeu pour après directement passer par du jeu au pied, ou de pression ou d'occupation si on est plus ou moins loin de notre ligne. Et donc oui, voilà. Après, par contre, quand on va être dans une phase de construction où là, on veut garder le ballon, donc souvent, c'est quand on a passé les 50 mètres, quand on est dans le camp adverse. Là, par contre, on va être sur de la grosse préparation et c'est limite ce qu'on va bosser le plus pendant la semaine d'entraînement. Et là, les temps de jeu, ils peuvent aller jusqu'à 6 ou 7 temps de jeu préparés sur en fait complètement un aller-retour. Et après, en fonction des avants, s'ils sont sollicités ou si ça passe dans le dos, il peut y avoir quand même beaucoup d'enchaînements de prévus avec la cellule des avants. Ils savent qu'ils doivent pas se lâcher pendant 2-3 temps de jeu et là, ça peut s'enchaîner sur plusieurs temps de jeu. Ouais. Ok, donc tu me dis, en fonction des zones du terrain, vous avez un type d'organisation et un type de lancement. Plutôt dans ton camp, plutôt sortir de son camp et puis prévoir 1 ou 2 temps de jeu pour pouvoir sortir du camp et se dégager. Quand on est dans le camp adverse, essayer de tenir le ballon et de préparer, de programmer 6-7 temps de jeu pour que la circulation des joueurs soit réglée sur l'ensemble de la largeur du terrain. Et après, est-ce qu'il y a une autre stratégie quand vous êtes plus proche de la ligne de marque, tu vois, si vous avez un lancement dans les 22, est-ce que là, par contre, vous avez des lancements qui essaient tout de suite de scorer ou est-ce que c'est pareil, vous êtes sur de la préparation quand même? On a justement là, on va être vraiment sur de attaquer la ligne très proche avec ou le 8 direct qui lève au 9 ou alors l'ailier qui arrive ou avec le 12 vraiment très très proche pour pas perdre justement de terrain. Donc par exemple, une mêlée à 5 mètres, ça sera du jeu à une passe en fait pour vraiment essayer directement franchir la ligne. Et si ça va pas, là on va justement être plutôt sur du temps lent et travailler avec les avants dans le sens des poteaux ou pas selon la stratégie qu'on met en place. Et essayer avancer pour breaker sans perdre de terrain et le faire reculer derrière. Et après, plus les avants vont travailler sur plusieurs temps de jeu, normalement la ligne va se resserrer et derrière ça peut être bon pour les trois quarts ou pour du jeu au pied. Mais quand on va être dans les 22, on va vraiment être beaucoup sur du travail d'avant en fait. Et plus on va se rapprocher des lignes, plus on sera sur du travail d'avant. Et même quand on va être sur des touches, on sera beaucoup sur de ballons portés. Plus on va se rapprocher des lignes, plus on sera sur des ballons portés. Alors que dans notre camp, on sera plutôt sur des touches réduites à 4 et à 5 quand on va avancer, etc. D'accord. Donc finalement, de ce que tu me dis, la zone de création, elle est assez restreinte entre les 50, on va dire, et les 22 adverses, où là, il y a un petit peu plus de création sur le lancement. Sinon, avant, on est restrictif pour sortir du camp, et après, enfin restrictif, le mot est pas joli, mais et après, quand on est dans les 22, on est sur des choses qui sont plus sécuritaires, et on utilise plus les avants, ballon porté et petits jeux. Je réduis près de la ligne pour prendre le moins de risques possible. Ouais, après on peut pas juste se réduire à ça parce qu'il y a des fois où on fait des ballons portés furtifs pour essayer de surprendre et tout ça, ou aller jouer dans le fermé, tout ça, mais globalement on va être sur ce type de jeu. Ouais. Ok, allez-y les gars, n'hésitez pas. Moi j'ai une question. Pourquoi en fait plus on est proche des lignes et plus on joue avec les avants? C'est quoi? C'est la peur de l'interception? Pourquoi exactement? Genre dans les 22, c'est rare d'ouvrir en fait, c'est ça? En fait, ce qui va se passer, c'est que plus on va être proche des lignes, plus en face la défense va devoir agresser et monter très fort. Ouais.
Et du coup, ça va être dur d'enchaîner 2 passes sans se faire attraper directement. Ou alors passer avec dans le dos pour les avants, mais on essaie vraiment au maximum d'abord de resserrer la défense pour pouvoir après derrière écarter. Et après, à l'inverse, plus on va être loin des lignes, plus les défenses vont prendre leur temps et ça va pas trop les déranger de perdre du terrain. Donc là, on pourra écarter un peu plus. Même s'il n'y aura pas vraiment des décalages, on arrivera quand même à être dans l'avancée parce qu'il y aura plus d'espace libre. Et après, quand on est dans notre camp, dans nos 40 mètres, on va dire, là, on passe par des touches réduites pour avoir un rideau plus important avec les troisièmes lignes, tout ça. Et du coup, après, pour le jeu au pied, comme ça, on a déjà les troisièmes lignes et les 3/4 pour monter fort. Pour répondre aussi à ta question, Cyprien, plus on est proche des lignes et moins les rideaux, que ce soit deuxième ou troisième rideau, sont fournis. Et donc, tu as de plus en plus de joueurs sur le premier rideau. Et donc, du coup, en fait, c'est aussi de plus en plus difficile de déplacer le ballon et de trouver des espaces par rapport à ça. Le fait qu'il y ait un rideau et demi, on va dire, avec un ou deux joueurs qui se baladent derrière, mais pas plus. Moi, j'ai une question, si je peux me permettre, c'est au niveau, il y a des équipes comme l'Angleterre, quand ils ont des joueurs comme Tuilagi dans l'équipe, ils construisent, ils mettent en place normalement leur lancement de jeu autour de ces joueurs-là. C'est des joueurs qui peuvent avancer ballon en main et qui attirent énormément de défenseurs. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être quand même assez intéressant de construire ces lancements de jeu sur un ou deux joueurs qui peuvent mettre l'équipe dans l'avancée même si on ne joue pas forcément avec, qui vont me permettre d'attirer beaucoup de défenseurs ou de franchir rapidement. Ouais. Après, c'est vrai qu'en fonction de la ligne de 3/4 que tu vas avoir, ou alors des avants, et aussi surtout en fonction des faiblesses qu'on aura vues à la vidéo par rapport à l'équipe en face, on va forcément adapter nos lancements de jeu par rapport à ça. Et on a un panel de, je sais pas, peut-être 10 ou 15 lancements de jeu dans l'année. Et en fonction des équipes qu'on va jouer et de nos forces aussi, on va réussir à s'adapter par rapport à ça. Ouais. Mais c'est vrai que oui, si on a vu que par exemple on a un 12 qui est très perforant et que eux ont justement un 10 qui est plus sur le reculoir au niveau du plaquage, et au départ on va essayer de franchir à ce niveau-là, déjà pour que le 10 soit un peu essoufflé et qu'il ait un peu de mal par la suite pour organiser quand ils ont le ballon. Et ouais, aussi justement pour après voir comment ils réagissent et si derrière ils vont justement. Si le 10 a pris le 12 très très fort sur le premier temps de jeu, ils vont avoir même inconsciemment tendance à se rapprocher un peu. Et après, nous, on pourra justement écarter les ballons. Donc, nos lancements de jeu sont construits aussi par rapport à ça. On a une trame en fait. Et, le premier lancement, on se dit on fracasse. Le deuxième, on garde avec les gros. Le troisième, on va peut-être essayer un petit jeu au pied par-dessus parce que le 9 va être resté, parce que les gros auront gardé le ballon, etc. En fait, du coup, il y a vraiment une trame qui se fait en fonction des équipes et de nous, ce qu'on a prévu de faire aussi. Ouais. Alors, justement, Thomas, tu disais que vous prévoyez par rapport à l'adversaire. Donc, est-ce que là, tu viens de nous dire, par exemple, ça pourrait être premier ballon fait ci, premier ballon fait ça. En fin de compte, c'est quasiment un scénario de début de match que vous avez d'entrée. Ouais. Clairement, en fonction de ce que eux ont déjà fait et ce que nous, en fait, on va bosser à l'entraînement et ce qu'on maîtrisera le mieux, on se dira première touche quand on est dans leur camp, on fait ça à coup sûr, quoi. Même si on le sent pas sur le coup. Ouais. Donc c'est déjà en fin de compte annoncé par le coach quelle combi, quelle chose vous allez faire. Et en fin de compte, il n'y a même pas vous choisissez la combinaison par rapport au début de match. Ouais, non, justement, là, c'est vraiment chaque mec qui a le numéro dans le dos, on a vu où il doit être placé, ce qu'il fait. Sur les 5 premiers temps de jeu, il sait ce qu'il doit faire. Sur les 3 premières touches, il sait ce qu'il doit faire. Et du coup, en fait, ça permet justement d'être peut-être plus rassuré au départ et d'avoir une décharge peut-être mentale pour avoir un impact physique plus important. Et ouais, donc du coup, on a vraiment un scénario, ouais, comme tu dis. Après, on s'adapte en fonction de l'équipe, mais ouais, clairement, on sait. Le match, il est quasiment déjà fait en fonction des lancements avant même qu'on joue le match.
Ouais, pour aller dans ton sens, Thomas, on a tous connu notre niveau d'entraîneur, je pense. Voilà, on a bossé nos lancements lui vendredi soir, nos 5 ou 6 lancements là. Et puis, on a des joueurs, que ce soit sur les seniors ou sur les jeunes, les 5 premiers lancements, ils ont passé les 5 combis. Donc du coup, il y a plus aucune surprise. Le scénario, il est pas construit et au final, l'équipe adverse, s'ils ont 2-3 mecs un peu intelligents, ils sont capables de dire bon bah voilà, le premier lancement c'était ça parce que lui il était ici et du coup on est lu pour les 80 minutes. Donc l'intérêt d'avoir une préparation sur les lancements et un enchaînement prévu des lancements, c'est quand même intéressant pour se prémunir aussi de ça quoi, mettre un peu plus d'incertitude. Ouais, c'est ça. Puis aussi, justement, on regarde bah, le match aller, ce qu'on a fait. On sait qu'ils vont revoir à nouveau la vidéo et qu'ils vont se dire, bah, ils nous ont breaké là-dessus, donc on va peut-être faire attention. On va le rebosser pour pas se refaire avoir dessus. Et donc, du coup, bah, nous, à l'inverse, on va regarder le match en se disant, bah, on a fait tel et tel lancement. Ils vont se préparer. Qu'est-ce qu'on a d'autre quelles munitions on a d'autres pour pouvoir les breaker sans qu'ils s'y attendent, quoi. Quand tu parlais justement de ton nombre de lancements entre 10 et 15, c'est 10-15 par rapport à une sortie de touche, 10-15 par rapport à une sortie de mêlée, ou c'est quoi à peu près le nombre? Là, tout à l'heure, tu disais, tu vois, sans rentrer forcément dans les détails pour avoir un peu un ordre d'idée, parce que, tu vois, Nico il vient de le dire, c'est vrai qu'à notre niveau, bah, on a nos 4, enfin nos 5 lancements avec 2 ou 3 sorties différentes, mais voilà, ça va être ça le max pour nous, donc voilà, c'était un peu pour avoir un ordre d'idée. Ouais, bah, clairement dans nos 22, on a 2 lancements. 2 sur touche, 2 sur mêlée. Ça dépendra aussi surtout en fonction du 10 s'il est droitier et gaucher. Mais on va vraiment rester sur des trucs hyper maîtrisés et où on prend pas de risques. Et donc, en fait, ouais, plus on va se rapprocher des zones proches de leur ligne ou proches de notre ligne, on va être sur 2-3 lancements. Enfin, ouais, vraiment, en fait, c'est ça. Dans nos 22, c'est 2 lancements touche, 2 lancements mêlée. Soit il n'y en a pas besoin de plus parce que, en fait, si c'est maîtrisé, ça sera réussi. Et donc, je pense pas qu'il y ait besoin d'en avoir plus, juste savoir bien les maîtriser. Et voilà, parce que c'est un peu ce que je disais, quoi. Du fait qu'on va être loin des lignes, eux vont avoir tendance à moins monter. Il y aura plus de mecs à la couverture derrière. Et donc, il n'y aura pas besoin d'être très très impactant pour réussir ce qu'on a à faire. Et par contre, dans notre zone de construction, vu qu'on va être beaucoup sur des touches réduites ou pas, et là, il y aura énormément de lancements différents. Et ouais, là on peut très vite être sur 15, 20, voire 25 lancements différents, en fait. Et ouais, ça va être très très différent en fonction de, je sais pas, par exemple, le premier temps, aller péter au milieu, puis revenir dans le fermé, aller jusqu'au bout de la ligne et mettre un jeu au pied décroisé, aller au bout de la ligne, revenir directement faire du large-large, ou alors il y a énormément de choses différentes, quoi. Et donc, dans les zones de milieu de terrain, il y aura, ouais, comme je te disais, 20-25 lancements différents, une dizaine sur mêlée, si on est mêlé au milieu, sur les extérieurs. Et après, ce qu'il y a aussi, c'est que sur chaque lancement, il y a plein d'options différentes et plusieurs sorties. Et ça, on va être justement sur de la lecture du jeu. Mais par contre, les lancements seront déjà préétablis. Ouais. Une question pour Thomas, pour t'avoir un peu connu, etc. Je sais que tu es aussi un joueur un peu à l'instinct et qui aime prendre des initiatives. Où est-ce que tu as ta part d'initiative là-dessus? Les parts d'initiative, ça sera sur les turnovers, en fait. Sur les jeux au pied, les en avant, tout ça. Et après, ce qu'il y a aussi, c'est que nous, en tant qu'ailier, on est un peu électron libre, à part sur le premier temps de jeu. D'accord. C'est-à-dire que nous, on va, par exemple, sur l'aller, tout sera millimétré. Par contre, après, nous, on a notre part de liberté où on peut se proposer autour du 9, autour du 10, autour des centres, etc. Donc, c'est d'ailleurs ce qui est cool quand tu es ailier, en fait, c'est que tu peux ou camper sur ton aile ou pas. Et sur ça, ouais, on a énormément de liberté et c'est ce qui est plutôt cool. Mais ouais, par contre, en général, si on parle pas des ailiers, c'est beaucoup sur les turnovers, les en avant, les coups de pied. Où là, par contre, faut juste mettre du rythme et
et essayer d'aller très vite et essayer, comme je disais sur les zones, se retrouver des 3 quarts sur des avants ou vice versa. Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se passe ta semaine d'entraînement, tu vois, pour qu'on puisse comparer avec des niveaux inférieurs, avec les gens qui vont regarder la vidéo. Là, tu es sur du niveau national, donc savoir combien de fois vous vous entraînez dans la semaine. Et puis, du coup, combien de fois dans la semaine vous travaillez sur les lancements de jeu? Parce que tu vois, tu nous as parlé de 20-25 lancements de jeu au milieu du terrain. Je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça va paraître énorme, tu vois, comme chiffre par rapport à notre pratique. Et du coup, je pense qu'il faut le remettre en adéquation avec la manière dont vous vous entraînez. Ouais. Après, comme je te disais, on a 20-25 lancements de jeu sur l'année. Après, du coup, dans la semaine, on va en bosser 5-6, quoi. Mais, après, on aura toujours ceux au bord, qui changeront pas dans leur 22, dans nos 22 et sur mêlée. Ça restera les mêmes toute l'année, donc on va un peu moins les bosser que celles qu'on va vouloir mettre dans la zone, ce qu'on appelle de construction en fait de nos 40 jusqu'à leur 22. Et donc du coup, nous, comment on s'entraîne? Admettons qu'on a match le week-end. La semaine d'après, donc le lundi, souvent on est en repos, donc il y a les soins, etc. Et ils nous envoient la vidéo du match pour qu'on puisse la regarder. Le mardi matin, on a un débrief justement du match d'avant, comment ça s'est passé et ce qu'il faudrait retravailler ou pas. Et aussi, on a énormément de statistiques, pas trop individuelles, mais sur le nombre de pénalités qu'il y a eu, pourquoi, sur plein de choses, la possession du ballon, le nombre de plaquages manqués, etc. Ce qui peut donner justement un ordre d'idée sur le résultat du match, et comme ça on se rend un peu plus compte de ce qui a été ou ce qui n'a pas été. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant parce que des fois on regarde le match et on se rend pas forcément compte que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de plaquages subis ou pas, et beaucoup d'en avant, beaucoup de hors-jeu qui peuvent être gommés, tout ça. Donc des fois le score est un peu lourd, alors que quand on regarde vraiment au détail, on se rend compte que ça méritait pas ça en fait. Ou alors à l'inverse, des fois on peut gagner en se disant on a gagné, c'est maîtrisé, et quand on regarde la vidéo, on se rend compte que c'est pas mérité du tout non plus, quoi. Et donc il y a vraiment un gros temps de vidéo le mardi. Et après, sinon, on va être sur 3 séances déjà de musculation. Donc en fait, nous à Chambéry, perso, on s'entraîne tous les matins de 7h30 à midi, avec donc un gros temps de musculation au départ, des temps de vidéo entre deux. Et après, donc, on va avoir le mardi où on va être plutôt sur de la défense, le mercredi sur de l'attaque, le jeudi on est en repos, et le vendredi on sera sur une mise en place et une séance d'explosivité en musculation. Donc bon, ça paraît peut-être un peu brouillon comme je l'explique, je sais pas, j'ai pas exactement le planning sous les yeux, tout ça, mais en gros, on est sur 3 séances de muscu semaine, une séance d'explosivité et 3 temps de rugby avec un temps séparé où pendant que les avants travaillent les molles, les mêlées, nous on est sur justement les lancements 3 quarts qu'on fera sur mêlée et sur touche. On a un temps où les troisième lignes viennent avec nous justement pour voir sur les touches réduites comment on s'organise. Comme ça évite aussi aux 5 de devant d'avoir toute cette charge mentale en fait. Et après, sur la mise en place, on est sur quelque chose de très rapide mais hyper propre, où justement on a eu une réunion avec tous les leaders avant cette mise en place pour dire quel lancement on choisit, qu'est-ce qui peut marcher, dans quel ordre, tout ça. Et comme ça, vraiment, notre mise en place, c'est une demi-heure, où c'est un quart d'heure avec le 15 titulaire. On bosse tous les lancements de jeu, les sorties de camp, etc. On tourne et voilà. Il faut que ça soit très court, mais que ça soit hyper carré. Ok, Thomas, du coup, là, justement, tu viens de parler des leaders. Sur les lancements de jeu, est-ce que les joueurs, vous êtes invités à préparer la stratégie pour le match suivant, ou est-ce que c'est plutôt descendant de la part des coachs? Quelle part de choix vous avez, vous, en amont? Tu vois, pas sur le terrain, mais en amont dans la semaine. Est-ce que vous êtes invité à faire les choix avec les entraîneurs, ou est-ce que c'est plutôt c'est comme ça et puis c'est tout? Ouais, en gros, nous, les coachs, donc, regardent vachement les matchs
le week-end, le lundi et le mardi des autres équipes. Donc le mardi, ils nous présentent, eux, les choix qu'ils ont fait des lancements qu'on devrait travailler dans la semaine. On les fait, donc là, on n'a pas notre mot à dire. Par contre, le mercredi, après l'entraînement, on se dit, bon, bah, lesquels on garde pas. Pourquoi? Est-ce que c'est juste parce qu'on le sent pas, parce qu'on la maîtrise pas assez, on l'a pas assez vu, etc. Ou parce que bah, on se rend compte que contre cette équipe, on n'a pas l'impression que ça peut fonctionner. Mais du coup, il y a quand même une réunion donc leader où c'est les capitaines. Donc il y a eu 5 capitaines désignés en début de saison. Et après, avec les 9, les 10 et les leaders de touche, donc ceux qui font les annonces, où là, on a cette réunion le mercredi après-midi pour vraiment dire quel lancement on fait et justement faire la trame, comme on parlait avec Anto, faire la trame des lancements pour par la suite être ultra précis et qu'à la mise en place, tout le monde connaît les lancements, c'est clair, c'est net et on peut enchaîner sans que ce soit brouillon. Ouais. Je disais effectivement, nous on n'a pas la même réalité sur un groupe de Fédéral 2. C'est vrai que quand on écoute Thomas, sa séance du lundi matin de 7h30 à midi, moi c'est le temps de travail que j'ai pour la semaine avec mon groupe. Donc forcément, je dois décomposer forcément différemment. Moi je m'étais marqué que c'est vrai que dans la philosophie des lancements de jeu, nous on l'aborde pas de la même manière. Dire que les lancements préparatoires contre les lancements de jeu pour marquer, nous on n'a pas d'autre alternative que de proposer des lancements de jeu prioritairement pour marquer à nos mecs. Parce que ce qu'on s'est aperçu en fait au fil du temps, c'est que quand on est sur des temps préparatoires pour les sorties de camp, etc., et bien, de temps en temps, on en oublie d'y mettre l'intensité qu'on doit y mettre dans le duel pour le gagner, pour le dominer, et que finalement, ça peut se révéler contre-productif parfois d'avoir des temps préparatoires. Bon, après, il faut aussi être honnête. On doit composer aussi avec les forces et les faiblesses du groupe, les qualités techniques, physiques, etc. Donc forcément, plus on monte dans les catégories, plus on a un panel qui est large. Plus on descend, plus on doit composer aussi avec certaines limites. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles nous on essaie de réfléchir et de s'adapter, justement en optimisant une circulation très, très générale, très globale, puisqu'on a un effectif qui est très changeant au fil des week-ends. Donc c'est important que les mecs ils aient en tête plus que leur rôle individuel, la circulation globale qu'on veut nous mener, et puis de simplifier au maximum les lancements en proposant des lancements plutôt bien identifiés avec des sorties multiples, comme a dit Thomas. Voilà, nous, on essaie vraiment de s'adapter là-dessus pour qu'un maximum de joueurs puissent justement rentrer dans ce dispositif. Voilà. C'est une histoire de curseur, c'est assez compliqué. De toute façon, on ne demandera pas les mêmes attendus avec un groupe senior de Fédéral 2 qu'avec un groupe senior de National ou des jeunes élites. Voilà, on devra composer de toute façon aussi avec les forces et les faiblesses du groupe. Et moi, je m'attarde toujours un petit peu en début d'année aussi à faire vivre le book initial qu'on leur propose, parce que c'est vrai qu'on a toujours plein d'idées, les coachs, on a toujours ce fameux book là où on prépare nos 50 lancements dans l'année. Au final, on voit qu'ils sont utilisés à 10%. Donc c'est important aussi que les joueurs ils aient une réelle plus-value aussi à proposer et à identifier les lancements qui semblent le plus judicieux et parfois même à proposer. Voilà, on essaye vraiment de travailler dans ce sens-là. Donc après, c'est aussi composé avec la réalité de notre effectif. Ouais, c'est vrai. Enfin, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et c'est sûr que en fonction des nombres d'heures qu'on aura à travailler, forcément, on va réduire un maximum de lancements. Mais je pense que ce qu'il faut garder et ce qui est bien, c'est un minimum d'échange entre joueurs et entraîneurs. Parce que des fois, le ressenti qu'on va avoir sur tel lancement, on va avoir l'impression qu'il est hyper facile à faire. Et en fait, c'est peut-être compliqué pour certaines personnes. Et c'est quand même bien de le savoir et voir pourquoi ça marche ou pas et comment on pourrait le modifier. Des fois, ça tient pas à grand chose, juste redresser une course ou quoi. Et donc, c'est important, je pense, d'échanger là-dessus. Et... Du coup, par rapport à ça, je vous pose la question un peu à tous là sur cette notion d'échange.
Thomas, il parlait justement de faire évoluer son book avec les joueurs au fil de la saison. Qu'est-ce que vous faites avec vos joueurs? Alors en temps normal, hein, parce que là c'est une saison où c'est un peu particulier, mais ça fait un moment que ça dure. Mais est-ce que vous êtes plutôt sur un mode participatif avec vos joueurs? C'est-à-dire qu'ils vous proposent des lancements et vous les aidez à les mettre en place? Ou est-ce que vous arrivez avec votre book et il n'y a pas d'ouverture? Enfin, comment vous fonctionnez un peu dans vos clubs là? Ouais, du coup, nous, de notre côté, on propose pas énormément de combinaisons. Moi, j'étais parti du principe d'en proposer une dizaine au total, que ce soit sur touche, sur mêlée. Le principe, c'était quand même que les mecs maîtrisent les courses et connaissent vraiment les combinaisons. Et après, c'était en fonction de leur ressenti, pareil par rapport à ce que Thomas disait, avant le match, quelle combinaison on choisit par rapport à l'échauffement, comment les mecs ils se sentent. Avec l'échange des gars, est-ce qu'ils adhéraient à cette combinaison? Et s'ils adhéraient, on la gardait, bien sûr. Ça marche. Ok, Anto, pour toi, Arras? Bah, c'est un peu ce que Guillaume vient de dire, hein, c'est que on n'a pas 50 000 combinaisons, on préfère en avoir, on va pas se mentir, on en a une dizaine aussi, sur lesquelles on a déjà essayé de bien travailler sur les timings de course, sur que tout le monde le comprenne, avec différentes sorties aussi selon l'adaptation de la défense. Mais voilà, après, moi je travaille plus sur le plan de jeu, la circulation offensive, que vraiment sur les combinaisons pures qui sont mises sur 3, 4, 5 temps de jeu, comme pouvait dire Thomas. Même si, alors, on en a mise parce que, comme l'a dit Thomas, des fois, ça peut rassurer les joueurs, mais je trouve que derrière, on peut être, enfin, c'est mon ressenti, hein, on peut être des fois plus facilement lu et il y a un manque de prise d'initiative du joueur qui, des fois, peut être, je trouve, un frein pour le jeu. Voilà. Ok, du coup, pour rebondir par rapport à ça, tout à l'heure, on a parlé de temps préparatoire, de lancement pour marquer, etc. Comment ça se passe, Thomas, si à un moment, on est fort dans l'avancée et que, si tu veux, les temps de préparation, ils ont porté leur fruit, entre guillemets, tu vois, par exemple, vous faites un lancement, vous avez prévu de prendre le milieu de terrain pour après faire un mouvement avec les avants qui sortent de la touche, par exemple, et puis finalement, la prise de terrain, le type, il a franchi, tu vois, il a gagné son duel. Comment ça se passe à ce moment-là, tu vois? Ouais. Ça sort du Bah schéma. ouais, pardon, ouais. Si on va être sur une grande avancée, là on va rentrer dans un système de jeu courant en fait, et puis sur du jeu de phase statique. Et là ouais, par contre, on va être beaucoup sur de la lecture de jeu et de la prise d'initiative. Pour réussir à garder ce temps d'avance qu'on a sur l'adversaire, que ce soit sur la course, sur la passe, etc. Et là, par contre, oui, on n'est plus du tout sur du lancement préparatoire. On a forcément encore les cellules qui savent comment travailler ensemble. Mais par contre, là, les annonces se font sur le temps. Bah ouais, c'est-à-dire que en fait, c'est le 10 qui va demander si on sert les avants ou si on sert les trois quarts. Il va annoncer aussi directement s'il a prévu de faire une croisée ou quelque chose. Donc on a énormément de codes par rapport à ça. Mais là, on va être sur du jeu courant et donc on n'est plus du tout sur la même forme de travail, quoi. Et donc là, ça va être vraiment de la responsabilité des 9 et des 10 et après sur de la lecture de jeu, quoi. D'accord, ok, ça marche. Du coup, si on revient maintenant sur les formes de travail un petit peu et sur comment ça bosse les lancements de jeu, quelle est la place, tu vois, Thomas, accordée dans la saison au travail des lancements de jeu? Est-ce qu'il y a une période qui est plus propice à ça, tu vois? Est-ce qu'ils sont mis en place au moment du stage qui fait la liaison entre la prépa physique et un peu le rugby, tu vois? Est-ce que c'est quelque chose qui revient toute l'année? Est-ce que vous ajustez la charge en fonction des besoins finalement? Comment vous fonctionnez? Ouais, le début, la prépa physique va être super importante au mois de juillet. Donc nous, en fait, il faut savoir qu'on commence la saison au mois de septembre, mais on commence le 1er juillet à reprendre la prépa. Donc on va être vraiment sur tout le mois de juillet, vraiment de la grosse prépa physique, avec beaucoup de jeux courants et beaucoup de courses, mais très peu de jeux préétablis sur des lancements en touche, sur des départs de mêlée, etc. Et plus on va se rapprocher de la saison, et là plus on va les bosser en réduisant la charge physique pour avoir être plus lucide, etc., et que ça soit plus propre et plus maîtrisé. Et on va être donc beaucoup au mois d'août sur on appelle ça du clarity, donc c'est-à-dire
personne en face, des courses très, très réduites, mais par contre, il faut que tout soit maîtrisé pour les apprendre. Et après, au fil de la saison, soit on va rajouter des nouvelles combinaisons, parce que donc quand on a commencé en septembre, on avait 10 lancements, et il y en a 10 autres qui se sont rajoutés après au cours de la saison. Donc c'est un peu ce que j'entendais tout à l'heure, ce que vous évoquiez, c'est que forcément il n'y aura pas besoin d'avoir énormément de lancements de jeu, et c'est mieux de les connaître au départ à la perfection, parce que justement c'est quand on va avoir une course et une passe hyper maîtrisée qu'on aura un temps d'avance sur l'adversaire, et après on sera sur du jeu courant et plus sur de la lecture. Et forcément le but du jeu, c'est quand même de marquer tout de suite, donc faut mieux être sur quelque chose de maîtrisé. Et s'il est maîtrisé à 100%, il y aura plus de chances de battre la défense. Même si on fait toujours le même lancement, s'il est maîtrisé, on arrivera à faire quelque chose. Par les sorties différentes. D'accord, donc la première étape, c'est la mise en place d'une dizaine de lancements, en fait, qui fait le socle un petit peu des lancements sur l'année. Et après, derrière, une fois que ceux-là ils sont maîtrisés, on vient empiler d'autres lancements pour aller un peu plus loin et puis proposer des choses différentes. Tu parles de l'idée de Clarity, là, de travailler à vide avec des courses propres. Quelle est la forme de travail sur les lancements de jeu qui est retenue tout au long de l'année? Tu vois, je comprends qu'au début, il y ait besoin de bosser les lancements à vide. Est-ce qu'à un moment, vous faites les lancements avec une opposition? Alors, pas de se plaquer, tu vois, sur la séance du vendredi, sur la mise en place, tu vois, mais est-ce qu'à un moment, pour trouver les repères, tu vois, au niveau de la montée défensive et tout ça, vous utilisez un peu de l'opposition, et comment, éventuellement? Ouais, alors on va avoir dans la saison, on a très peu de 15 contre 15 purs à 100%. On va en avoir beaucoup sur les semaines off, les semaines où on n'aura pas de match. Mais par contre, à chaque fois qu'il y aura match, on sera jamais sur du plaqué. Ça sera soit contre bouclier, ou alors ce qu'on appelle à ripper, c'est-à-dire que on va essayer d'arracher les ballons à la main, mais sans passer par du sol. Et donc ça va obliger déjà d'avoir les attitudes au contact. Donc pas essayer de passer le bras par-dessus le joueur ou tenir les ballons à une main. Mais par contre, sur vraiment du plaquage pur, il y en aura beaucoup au mois d'août, parce que forcément les coachs cherchent aussi à voir un peu sur quelles personnes ils peuvent s'appuyer ou pas, et les forces de chacun. Mais par contre, dans la saison, on sera très peu sur du duel pur, de l'homme à homme, quoi. On sera énormément sur du toucher, même à vide. Donc quand je te parlais de Clarity, vraiment on met une défense pour voir où peuvent être les espaces, mais on se touche même pas. C'est un peu comme une mise en place en fait. Et par contre, on a des temps sur le mardi et le mercredi où là on sera face à des boucliers sur des petits jeux, ou alors sur du ripé, donc on essaie de rester haut et d'arracher les ballons, mais sans vraiment se rentrer dedans, quoi. Si je peux aller dans le sens de Thomas par rapport à ça, sur l'utilisation de la forme à vide ou à toucher sur l'année, il faut quand même remettre dans le contexte qu'on est avec des joueurs de haut niveau qui ont sûrement fini leur formation sur tout ce qui va être plaquage, technique individuelle, et du coup c'est plus forcément à renforcer. Donc ce qui est vrai là est pas forcément vrai dans d'autres catégories. Et du coup, je voudrais vous poser la question à tous, si je peux me permettre, Nicolas, sur la place que vous allez apporter au lancement de jeu dans la formation du joueur en général. Il y en a qui entraînent des catégories plus jeunes, il y en a qui ont entraîné des catégories plus jeunes, des sélections, etc. J'ai mon avis sur la question, mais je vais pas le donner. Je préférais que vous vous exprimiez. Voilà, à votre avis, les jeunes qui passent par les cadets juniors, comment il faut les entraîner au lancement de jeu et quelle place ça prend dans leur formation comparé à quelqu'un qui a 22-25 ans et qui joue déjà sur du niveau plus intéressant. Si moi je peux me permettre, qui encadre la catégorie U19 à Compiègne, ce qu'on retrouve assez souvent dans les catégories jeunes, c'est que les joueurs veulent marquer le plus rapidement possible. Donc sur attaque en première main, généralement les combinaisons qui sont annoncées, c'est pour vite marquer et vite passer la ligne défensive. Je pense qu'au niveau de la formation, il faut essayer de leur faire comprendre que justement on parlait de préparation et de différentes zones du terrain.
C'est quand même des aspects de la formation au niveau des lancements de jeu qui est super importante, pas justement à vouloir marquer vite, être dans la précipitation et là où on peut se mettre en danger de perdre des ballons et d'être désorganisé au niveau de la mise en place du système offensif. Je pense que c'est aussi un axe de travail. Moi, j'ai essayé de réduire le nombre de lancements de jeu, mais essayer de leur faire comprendre, dépendant des zones du terrain, ce qu'on cherche à mettre en place. Est-ce que c'est franchir? Est-ce que c'est jouer large pour mettre en place nos cellules sur la largeur du terrain? Et là, sur les deuxième ou troisième temps, identifier les espaces et les attaquer. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez important au niveau de la formation et qu'il faut mettre en place le plus tôt possible, je pense. Et du coup, ma question, c'était, pour être un peu plus précis, pour aller dans ta direction, hein, c'est combien de temps tu passes en fait? Tu vois, sur, je sais pas combien de fois s'entraînent les moins de 19 à Compiègne. Je pense qu'ils sont sur du niveau régional, là. Je sais pas s'ils jouent en Ile-de-France ou en Régional 1 Haute-France. Île-de-France, ouais. Voilà, donc bon, c'est du niveau jeune qui commence à être intéressant. Voilà, combien de temps tu passes dans la semaine sur tes entraînements? J'ai essayé de le mettre en place en stage de pré-saison où on a fait des réunions de joueurs avec les leaders et les trois quarts où on a décidé des lancements de jeu qu'on allait utiliser. Je pense que comme dans tous les clubs amateurs, on a des combinaisons qui se retrouvent au niveau senior et catégorie jeune qui sont des combinaisons qui sont utilisées à tous les niveaux. Ouais, donc on a notre socle de base de combinaisons et généralement on n'a pas trop de temps de travail pour les utiliser, donc on essaye de les utiliser, de les travailler le jeudi ou l'entraînement précédent la semaine, le match, quoi, le week-end. Donc le temps de travail sur les combiers est quand même assez réduit, donc c'est pour ça on réduisait le nombre et vraiment essayer de maîtriser le peu de combinaisons qu'on avait, quoi. Ok, les autres, votre avis là-dessus? Ouais, mais moi, c'est assez drôle parce que je vais à l'inverse de ce que dit Louis. C'est-à-dire que moi, pour le coup, je demande à mes joueurs qu'ils abordent le lancement de jeu en ayant en tête de marquer. Voilà, donc c'est vraiment dans l'idée d'aborder le duel d'une manière différente sur une idée aussi de réduire au maximum les temps de jeu pour limiter aussi les accidents de jeu et limiter aussi les fautes de main. Enfin, voilà, moi, je parle de ce principe-là, de cette philosophie-là. Et pour répondre à ta question, Pierre, le temps qu'on y passe, il est assez variable. Maintenant, on essaie surtout de le séquencer. Il y a le temps de travail sur le séparé. Moi qui m'occupe des trois quarts, par exemple, je prends un peu de temps avec les mecs pour bosser, mais vraiment non pas sur les lancements purs après touche, après mêlée, mais plutôt sur l'organisation des semi-attaques avec des cellules de 4 joueurs, voilà, dans l'organisation globale après un ou deux temps de jeu. Et après, pour ce qui est du collectif total, on essaye de toute façon de cibler 2-3 lancements en fonction des faiblesses de l'équipe adverse qu'on a identifiées ou en fonction de nos forces aussi, pour essayer justement de trouver une organisation collective. Voilà. Donc, moi, c'est plutôt l'effet inverse, c'est que évidemment, pour sortir du camp, parfois, on aura identifié un ou deux temps de jeu pour pouvoir sortir proprement et prendre le moins de risques possible. Et j'ai envie de dire, et encore, parfois aussi, on demande aux mecs de prendre des risques dans notre camp, parce qu'on n'a pas la même pression non plus de résultats que peut l'avoir Thomas à Chambéry ou sur des clubs de haut niveau. Mais l'idée, c'est que aussi, souvent, les équipes adverses anticipent les sorties de camp et dégarnissent le premier rideau. Donc, c'est parfois aussi des endroits du terrain où les coups sont bons à jouer. Donc, c'est vraiment une philosophie à déterminer en début de saison que le groupe, à mon sens, doit valider. Et puis, en fonction de ça, après, on adapte au fur et à mesure de la saison. Je pense que si, notamment dans les catégories jeunes, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais on a quand même beaucoup de problématiques au niveau technique avec les actions qui sont réalisées à haute intensité sur transmission de balles ou justement réception de balles, où là on a quand même énormément de balles qui sont tombées ou de balles où on prend un peu de pression. Moi je suis tout à fait d'accord avec toi avec l'envie de marquer, enfin l'importance de marquer vite et de jouer les duels. Mais je pense que dans un premier temps, après c'est mon avis personnel, d'être aussi bon dans la prise de confiance et de faire les choses simples de façon efficace.
Ouais, de toute façon, pour rebondir sur vos deux interventions, de toute façon, le dosage, il peut se faire qu'en prenant en compte les objectifs de chacun et les objectifs du collectif. Forcément, les besoins ne sont pas les mêmes et de ce fait-là, le temps qu'on doit y passer sont pas identiques. Est-ce que pour aller plus loin sur ce que dit Pierre, pour ceux qui entraînent des seniors, du coup, là, combien de temps vous y passez dans une semaine classique et dans une semaine de match à bosser vos lancements? Ouais, bah, moi, je veux bien rebondir sur, sur ta question, Nico. Nous, j'ai remarqué qu'on avait un petit problème avec Villeneuve par rapport à ça. Je trouvais que les mecs étaient un peu trop bridés sur le fait de leur mettre un mouvement, un projet de jeu avec certains lancements de jeu. Et nous, on y passait quand même pas mal de temps en début de saison. Je pense qu'on y passait bien la moitié du temps, que ce soit sur le mouvement général ou sur les lancements spécifiques. Et j'avais ce ressenti-là, c'est qu'on perdait un peu l'essence du rugby, à savoir gagner ses duels, la volonté d'avancer. Parce que les mecs étaient trop bridés sur le fait de faire des lancements de jeu. Ils en oubliaient un peu le rugby, tout simplement. D'accord, et donc du coup, vous êtes revenu sur des choses qui sont un peu moins préétablies et un peu plus à l'initiative. C'est ça, à l'initiative des joueurs, finalement. Ouais, bah, c'est ça. Après, tout en gardant quand même l'état d'esprit qu'on avait mis en place, mais d'essayer d'être moins dans des choses vraiment préétablies et laisser plus place à l'initiative du joueur. Et du coup, ça, est-ce que dans le projet collectif et dans les repères communs que les joueurs peuvent avoir dans la circulation après lancement de jeu, est-ce que c'est quelque chose qui a fonctionné? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait suffisamment bien? Ou est-ce que finalement, les joueurs, ils ont, comme disait Thomas tout à l'heure, on est passé rapidement dans le mouvement général et de ce fait-là, après, les principes sont intégrés, joueur en avant, joueur en retard, qui fait quoi, la circulation des cellules, et puis finalement, il n'y avait pas trop d'incidence sur... ça créait pas de bordel, quoi. Ouais, après, je pense qu'on a manqué de temps par rapport à ça, parce que là, ça commençait à se mettre en place au bout de 2-3 mois, mais voilà, la situation a fait qu'on a vite été stoppé. Mais je pense qu'il faut quand même un certain temps pour que les joueurs intègrent tout ce qui est lancement de jeu et mouvement général, et qu'ils arrivent à le digérer. Et je pense qu'en début de saison, c'est pas évident à mettre en place, surtout quand il y a beaucoup de nouveaux joueurs ou un nouveau staff. Tout à l'heure, Thomas parlait du travail vidéo qui était fait avant le match. En fonction des forces et faiblesses de l'équipe adverse, on allait essayer de mettre en place des lancements de jeu. Est-ce que vous, sur vos catégories, là, vous avez un travail comme ça de vidéo qui vous aide pour la phase retour notamment, c'est-à-dire vous travaillez sur des lancements de jeu sur la phase aller. Derrière, vous avez le retour de ce que ça a donné. Vous pouvez traiter à la vidéo la défense. Et après, sur la phase retour, du coup, vous proposez des lancements de jeu en adaptation par rapport à ça. Moi, pour ma part, pour notre part, en DAI, on utilisait très peu la vidéo. Y compris quand j'étais à Bayonne aussi, parce qu'on s'aperçoit quand même que les effectifs évoluent et que le jeu de l'équipe qu'on a joué au match aller n'est pas nécessairement le même au match retour. Maintenant, sur les spécificités des lancements, j'ai envie de dire que c'est peut-être des choses qu'on va peut-être aller chercher sur des matchs un peu plus cibles, matchs à élimination directe, en phase finale, etc. Mais sans nécessairement se focaliser sur les faiblesses de l'adversaire, bien que, évidemment, si on identifie une faiblesse, on va essayer de proposer un lancement qui va venir appuyer cette faiblesse-là, mais c'est surtout aussi faire preuve d'originalité, de créativité, pour pouvoir être efficace proche des lignes et peut-être surprendre l'adversaire sur un lancement inattendu et jamais vu finalement sur les vidéos aussi que les adversaires ont pu se procurer sur les matchs qu'on a pu faire auparavant. Ça, c'est à mon avis aussi ce qui peut faire basculer des matchs importants, parfois serrés en phase finale, hein, ou sur des matchs de championnat, sur des équipes de valeur égale. Après, moi, pour répondre à ta question, Nico, la vidéo, je vais l'utiliser, mais déjà pour parler de nous, pas pour observer les autres. On s'entraîne que 2 fois 2 heures. Aujourd'hui, il est impossible de pouvoir consacrer et du temps à ce que nous, on a pu faire et consacrer du temps aux adversaires. Déjà, c'est compliqué des fois de pouvoir trouver les vidéos. Et je pense qu'il y a déjà tellement de choses à corriger sur notre propre circulation, sur nos propres lancements,
qu'aujourd'hui, voilà, je pense que si on est capable de connaître bien nos principes, de bien circuler, etc., ça sera déjà un gros point par rapport à l'adversaire. Je pense qu'aujourd'hui, à notre niveau, on sait les équipes, comment on va les jouer, si elles vont être plus sur costaud devant, un peu faible derrière, etc. Mais il y a tellement de choses à prendre en compte, les conditions météo, nos joueurs de présence sur le week-end-là, que je pense que clairement, pour moi, ma part, en tout cas, l'adversaire, c'est pas que ça m'est peu important, mais voilà, on sait, comme l'a dit juste avant Thomas, c'est que on ne sait pas, déjà du match aller au match retour, les équipes elles vont être totalement différentes. Après, on sait qu'il y a une philosophie de jeu chez les équipes et c'est plus voilà, là-dessus où on va peut-être mettre en garde les joueurs. Voilà, pour ma part. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. C'est vrai que c'est un peu compliqué des fois de se procurer les vidéos à ce niveau-là, etc. Et c'est super aussi intéressant d'utiliser la vidéo pour se filmer à l'entraînement. Et même sur des lancements, tout ça, des fois, rien que, pour certains joueurs, se voir en vidéo leur course sur un lancement, ils n'ont pas l'impression en le faisant d'avoir cette course-là, et ça va des fois leur permettre de se corriger eux-mêmes juste en se voyant un petit coup. Et c'est pour ça, ouais, du coup, la vidéo est quand même super intéressante. Des fois, on dit que limite, une séance vidéo vaut une séance d'entraînement, parce que ça permet de corriger certaines choses, et ouais, c'est bien aussi de l'utiliser pour soi et avec son équipe plutôt que d'essayer d'aller chercher les fautes des autres. Toi, quel est ton avis parce que tu as connu les séances du vendredi où on fait 15 lancements de jeu à vide. Tu vois, qu'est-ce que tu en penses un peu et quelle est toi la forme de travail que tu préfères sur les lancements de jeu et qu'est-ce que tu dirais au coach, tu vois, qu'est-ce que tu dirais au coach pour le vendredi soir, quoi, tu vois? Moi, pour le vendredi, ouais, je pars du principe que, en fait, vu que c'est la veille ou la surveille d'un match, il faut que les joueurs engrangent un maximum de confiance. Et donc, il faut qu'on soit sur des choses maîtrisées, en fait. Et justement, pour donner de la confiance, il faut qu'il y ait un minimum de ballons tombés. Il faut que tout le monde sache ce qu'ils ont à faire. Et je pense que ouais, c'est important de travailler des fois à vide, même si on a moins la sensation d'être pressé, d'avoir la vitesse, etc. Mais au moins, ça engrange un maximum de confiance. Et ouais, je pense que c'est. Enfin, perso, moi, je trouve que pour un vendredi, c'est une méthode de travail qui est super intéressante parce que ça permet de donner de la confiance aux joueurs. Et si le lancement est pas maîtrisé le vendredi, je pense que c'est parce qu'il a été un peu mal réalisé aussi le mardi, le mercredi, etc. Et que ouais, c'est un peu tard justement. Et c'est pour ça que le vendredi, il faut être sur des choses qu'on maîtrise, qu'on connaît, pour avoir un maximum de confiance là-dessus. Ouais. Et du coup, sur le temps, tu vois, le temps à y consacrer, toi en tant que joueur, qu'est-ce que tu apprécies en termes de temps pour le vendredi soir sur la dernière séance de lancement? Court. Faut qu'il y ait une rotation. Personnellement, à Chambéry, comment ça se passe? On revoit les lancements une fois chaque lancement, quand on est en séparé que les trois quarts. On fait les rotations avec les remplaçants où potentiellement ils doivent rentrer. On revoit les lancements prioritaires, on va dire. Et basta. En fait, vu que le vendredi doit être hyper court pour pas trop s'épuiser, on est sur des choses très simples. Mais que tout le monde doit savoir. Et justement, après, c'est bien aussi de demander aux remplaçants, est-ce que tel lancement tu veux le voir, est-ce que ça tu le connais ou pas, mais que quand eux sont en face, en défense, pendant nos lancements, que limite ils soient pas trop à défendre, mais surtout regarder le positionnement des autres. Et si je dois rentrer en 12, sur toute la séance de lancement, je vais regarder mon 12, comment il fait sur tel lancement, pour que quand moi je vais devoir le faire, sans forcément l'avoir retravaillé le vendredi, mais l'avoir fait dans la semaine, je vais être calé sur la façon de faire. Ouais. Ok. Si je peux dire quelque chose, j'ai fait une visio il y a quelques semaines avec le responsable performance de Soyo Angoulême et il me disait que donc la veille de match, il faisait une séance très courte, mais à haute intensité où il partait sur 10 phases de jeu, 2 phases de lancement de jeu en remontant le terrain, avec ça part sur 30 et 45 secondes de mouvement à haute intensité, avec une 30 à 2 minutes de récup entre chaque lancement.
Donc, c'est des séquences très courtes à haute intensité. Ouais, bah nous, ouais, ça va être plus sur le moment d'attaque, ce qu'on fera en fin d'entraînement le mercredi. D'accord. Mais c'est vrai on a ce truc où bah, on est dans le dur un peu, essoufflé tout ça, et on va voir justement comment on réagit avec la lucidité des joueurs en fonction de ça, et après l'épuisement, si on arrive à s'adapter et tout ça. Et c'est vrai que c'est bien de passer par une phase d'intensité. Bon après, chacun travaille à sa façon tel jour, etc. Mais ouais, c'est intéressant de faire ça. C'est bien de voir à haute intensité comment ça se passe en enchaînant les temps de jeu et sans s'arrêter et recorriger à chaque fois, mais plutôt le faire après 4 et 5 lancements, mais justement pour que ça s'enchaîne et qu'on voit les joueurs comment réagissent. Parce que bah, justement, un week-end, on peut rater un lancement, et bah, si on doit en faire un tout de suite après, faut réussir à s'adapter, oublier ce qui s'est passé avant et récupérer un peu sa lucidité. Ouais. Thomas, dernière question pour moi. Sur la gestion des joueurs, tu vois, sur cette dernière séance de la semaine, là, sur la gestion des joueurs qui ne sont pas invités au match, tu vois, ça, c'est un problème qui concerne à peu près tout le monde ici. On a nos 22 ou 23 joueurs qui vont participer, qui tournent, on va dire, avec plaisir sur les lancements de jeu et qui s'impliquent. Par contre, on a les joueurs à côté qui ne sont pas prévus le week-end. Toi, au fil de tes expériences, qu'est-ce qui est proposé pour ces joueurs-là? Ouais, bah nous, ce qui est un peu compliqué, c'est que bah, malheureusement, nous, il n'y a plus trop de compassion, etc., quoi. On se dit que le mec va devoir cravacher et rattraper pour jouer la semaine d'après. Donc, bah, malheureusement, pendant que nous, on sera sur ce temps de travail, eux seront sur du physique, en fait, et même pas avec nous, en fait. Donc, c'est pour ça que là, je pense pas pouvoir trop vous aider là-dessus, parce que bah, vous avez un groupe et vous êtes tous ensemble, etc. Et bah, nous, on a des prépas physiques qui vont pouvoir s'occuper d'eux en vue ou alors sur d'autres terrains. Ce que tu nous dis, ça nous aide, ça donne des pistes en tout cas, parce que ça veut dire que tu vois, ces joueurs-là, il y a quelque chose qui leur est proposé pour les concerner, justement. Tu vois, on l'a tous fait d'avoir voilà, un groupe de 26 alors qu'on est 22 à jouer. Malheureusement, on fait pas on leur proposait rien au départ. Et peut-être que si on a une organisation à 3 ou 4 entraîneurs, on peut détacher peut-être un entraîneur pour gérer les 5, 6 ou 10 joueurs que ce soit les avants ou les trois quarts qui sont en surplus et leur proposer, alors peut-être pas du physique parce que c'est pas le moment le plus sympa pour le faire le vendredi soir une fois que le coach il a annoncé l'équipe, mais peut-être du perfectionnement technique sur de la technique individuelle et sur du travail un peu choisi, tu vois, par ces joueurs-là, finalement. Ouais, bah c'est ça, mais justement, comme le vendredi, on est sur un temps de travail assez limité, bah, faire tourner des joueurs qui vont pas jouer sur tel lancement, bah, mine de rien, ça fera des lancements en moins pour les joueurs qui vont jouer, et bah, le temps est un peu restreint à ce moment-là, donc c'est vrai que personnellement, je pense qu'il n'y a pas trop d'utilité à les intégrer dans les lancements et dans la mise en place, mais par contre, c'est sûr qu'il faut pas qu'ils soient à côté à regarder et ils ont fini l'entraînement, faut continuer à les faire jouer d'une manière ou d'une autre, mais ouais, faut quand même qu'ils se sentent concernés et pas jetés à chaque fois, parce que s'ils font ça un vendredi, 2 vendredis, 3 vendredis, après je pense que ça sera compliqué de les sentir concernés pour le reste de. Enfin, c'est dur pour certains joueurs, franchement. Donc ouais, faut quand même qu'ils se sentent concernés d'une manière ou d'une autre. Ok, bah écoute, merci Thomas. Merci à tous. Pierrot, si tu veux dire un petit mot, et après je rajouterai une dernière info. Vous ferez les trucs qui sortent de l'ordinaire, plus vous rendrez les joueurs curieux et plus vous aurez de chances de les faire adhérer à votre projet. Donc vous avez l'air tous dans cette démarche. Donc je vous souhaite à tous une bonne continuation, les amis.